Et on va poursuivre cet après-midi avec Mabel Tapia, qui est assise juste à mes côtés, Frédéric Liver et Patrice Joly, que je vous présenterai au fur et à mesure de leurs interventions. Je vais commencer par toi, Mabel. Donc, Mabel Tapia est doctorante et enseignante aussi en histoire et théorie de l'art à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'université de Buenos Aires. Son intervention aujourd'hui fait évidemment écho de manière très directe et très sensible avec le voyage d'études qui a été organisé au mois d'avril dernier, au mois d'avril 2013, avec donc la section art et en partenariat avec l'université d'Itela à Buenos Aires. Mabel donc, est aussi chercheuse avant tout, et ses recherches portent sur les processus de légitimation, la récupération et la visibilité des pratiques artistiques contemporaines, sur le phénomène de la réification des nouveaux modèles à la fois artistiques et socio-économiques. Elle participe aussi à de nombreuses conférences, et puis tu as aussi travaillé donc, en collaboration avec plusieurs institutions, artistes et conservateurs, et notamment, donc, dernièrement, elle a coordonné l'édition du livre « Perdre la forme humaine » qui a accompagné l'exposition du même titre, organisée au musée Reina Sofia par la Red Conceptualismos del Sur, le réseau dont elle est membre. Mabel, c'est à toi. Bonjour, merci l'école pour l'invitation, merci Rosen, merci à vous tous d'être là. J'ai hâte d'entendre vos questions. Je veux avant tout dire que je suis très sensible à cette possibilité, ou en tout cas cette tentative, d'épenser l'objet d'études, donc les espaces d'autogestion, les Run Artist Spaces, à la fois par eux-mêmes, mais aussi comme une forme possible de méthodologie pour la pédagogie, pour les écoles d'art. Donc, d'ailleurs, je vais travailler, enfin, en tout cas, je vais axer la présentation que je vais faire aujourd'hui sur la question des manières de faire, des méthodologies qui sont au cœur de certains espaces autogérés d'artistes en Argentine. Alors, j'ai décidé de travailler sur un épisode, sur un cas spécifique de jeunes artistes qui ont un espace qui s'appelle l'Oficina Projectista, le bureau projectiste à Buenos Aires. Donc, Univers parallèle, c'est le titre d'une des expositions récentes dans cet espace. La proposition de la commissaire Sandra Pauli est un projet en cours qui engage des artistes de la ville de Buenos Aires et de Munich à une réflexion croisée sur l'expérience des artistes dans la ville. On ne va pas analyser l'exposition ni les propos en fait, particuliers de cette expo. Par contre, on va penser cette exposition, qui était, on va penser l'espace où elle a été lieu. Comme je dis, l'exposition a eu lieu à l'Oficina Projectista, mais elle a été aussi réalisée par l'Oficina Projectista. On verra comment ce déplacement entre réalisé à le bureau projectiste ou réalisé par le bureau projectiste montre déjà un changement de méthodologie dans la proposition artistique. Alors, l'Oficina Projectista est un lieu improbable. Ce lieu d'exposition peut être pensé comme un des univers parallèles qui habitent la ville. À peine à 100 mètres de la maison du gouvernement en Argentine, donc la Casa Rosada, le bureau 82 au 16e étage d'un bâtiment administratif, l'édifice Pérou, accueille ce projet impulsé aujourd'hui par les artistes Sonia Neuburger et Pablo Caracuel.
Alors ça c'est l'entrée du bâtiment. C'est un bâtiment où on ne peut pas rentrer après 20 heures et il y a un gardien qui est assez particulier. L'officina projectista est ouverte mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 20h. Voilà l'entrée, à quoi ça ressemble en fait l'entrée du bureau. Le bureau ne fait pas plus que 12 mètres carrés. Mais l'officina projectista a 4 espaces d'exposition qui peuvent s'activer selon les besoins. La salle A, qui est la salle principale, la salle B, la bibliothèque ou librairie, la salle C, aussi bien la fenêtre que la rue, selon l'occasion, et la salle D, les toilettes qui se trouvent sur les paliers et qui est partagée avec des autres bureaux du même étage, ce qui rend effectivement plus difficile son utilisation. Un LOFI, comme ils les appellent, fonctionne de manière constante depuis 2006. On peut dire qu'elle est née d'un travail d'écriture. Les livres projet, un projecto, projectos, en singulier et pluriel, est sorti en 2005. Raconte le projet inachevé d'un supposé professeur Jonathan Wembley. Le livre est présenté comme une traduction d'un manuscrit du propre Wembley, retrouvé et traduit par Pablo Caracuel et Alejo Rothenberg, qui sont les véritables auteurs. Différents registres d'écriture, allant de l'histoire d'aventure à la poésie visuelle, composent les livres qui se caractérisent par l'usage systématique des points-virgules et d'aucun point à la ligne. Les points-virgules est le seul signe et symbole qui apparaît sur la couverture. Et d'ailleurs, le point-virgule va être le symbole qui va être utilisé par l'officina projectista. Suite à ce travail d'écriture à deux et de réflexion sur l'idée du projectisme, il décide avec Neuberger de créer le bureau projectiste. Le bureau concrètement, en fait, l'espace physique, appartient à un membre de la famille d'entre eux, qui les a été prêtés, et donc les projectistes ne font que payer les charges. Depuis le début, ils fonctionnent comme coopérative et à partir de 2007, ils ont eu un petit financement du Fonds national des arts. C'est le seul financement auquel ils ont eu accès. Alors, ce déplacement mentionné au début de notre présentation, réalisé à ou réalisé par, pointe sans doute un parti pris méthodologique. C'est plutôt dans les modes de faire que le collectif va tenter de promouvoir différentes formes de production et circulation de propositions artistiques. Les artistes ou propositions ne sont pas choisis par aucun système de sélection concrète ni déterminé en amont. Ils travaillent à partir de rencontres, des discussions, des envies et pratiquent le projectisme comme mode privilégié de fonctionnement. C'est à partir des projets que les expositions se pensent et s'organisent. Tels qu'eux-mêmes le disent, les projets se discutent, circulent, se modifient, se dispersent, se confirment. Quelques-uns, on les abandonne et quelques autres, on arrive à les réaliser. C'est ainsi que ces 12 mai se transforment une fois par mois au rythme des 10 expositions annuelles qui sont projetées. Alors, je vais présenter quelques exemples. Ça, c'est l'avant-dernière Potestad. Voilà l'espace, enfin, ça c'est avant de rentrer. L'espace qui a été investi par une sorte d'installation photographique et visuelle. Ce deuxième, il faut dire une chose, je veux dire, chaque exposition donc a une petite carton d'invitation qui sert aussi comme trace, qui répond les formats de l'entrée du bureau en fait, et qu'on peut ouvrir et on retrouve une des images
de l'expo, en fait, à chaque fois différentes. Donc ça c'est l'image de Potestad de Ricardo Pons. Et ça, c'est l'exposition d'Azucena Lozana, qui s'appelait FA. Et c'était l'archive d'une revue créée par l'artiste et qui a pris la forme d'une méga installation en 12 mètres carrés, c'est bizarre de dire ça, mais tout l'espace était une installation où il y a eu aussi de performances, de concerts, des concerts visuels aussi, des vidéojams, etc. Ça a été une performance de l'artiste Andrea Fasana qui a vidé complètement l'espace. Voilà, il y a aussi des rencontres un peu informelles. Ça c'est une exposition d'Andrea Fasana aussi, qui s'appelle 30. Alors, il faut dire que chaque projet est discuté avec, en général, longtemps à l'avance, en fait, et l'artiste, des fois il y a un commissaire, donc l'artiste, les commissaires et le responsable de l'officine projectiste vont essayer de penser la réalisation du projet ensemble. Pour ce projet, l'artiste Andrea Fasana avait en tête de faire, à partir de cahiers qui sont utilisés en Argentine par les enfants, qui s'appellent Gloria, Gloire, et qui répond aussi, si vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais sur les couvertures, on a les drapeaux argentins et c'est marqué Gloire. Elle avait le projet de faire 30 000 cahiers Gloire, un pour chaque disparu pendant la dictature en Argentine. C'est-à-dire, 30 000, c'est un chiffre qui en donne un tout petit peu, qui fait unité parmi les différents groupes des droits de l'homme, mais elle voulait utiliser les noms de chaque disparu, un nom pour chaque livre. Alors, effectivement, c'est un projet d'envergure, en fait, pour une seule artiste. Et ils ont travaillé avec l'officine projectiste pendant 1 an et demi, en créant aussi des ateliers d'écriture, parce qu'à l'intérieur de chaque cahier a les noms d'un disparu, et à l'intérieur, ils recopient tous les noms des disparus, un par un. Donc, ils ont fait des rencontres, des ateliers d'écriture, si j'ose dire, où les gens allaient à l'officine pour écrire sur chaque cahier les noms des disparus, et ils sont arrivés à faire une première installation de ce projet avec 600 cahiers à l'officine projectiste. Ensuite, Andrea Fasini a pu faire une deuxième installation dans un autre endroit avec 1000 cahiers, et elle va autour de 3000 cahiers à ce moment. Il y a aussi cet artiste qui s'appelle Carolina Andretti, qui présente pour la première fois une installation, une vidéo-installation dans l'espace. Cette façon de travailler, c'est-à-dire à partir d'une rencontre, de l'envie d'un artiste qui essaye ou qui veut tenter de faire quelque chose dont il n'est pas totalement sûr, qui va discuter avec les deux responsables de l'officine projectiste, qui vont multiplier les rencontres pour voir comment ce projet prend forme, fait complètement partie de méthodologies que les projectistes, aussi bien Sonia que Pablo, affirment comme mode de travail. Ce qui se passe aussi, c'est que chaque exposition, chaque rencontre produit de nouvelles rencontres et de nouveaux projets.
Ils ont trouvé avec ça une méthodologie de rétroalimentation qui se donne par des opérations de déplacement et déploiement. Il faut dire aussi que, parallèlement au travail de l'Officina Projectista, pendant 3 ans, un collectif dont l'Officina Projectista était membre s'est activé. Un collectif qui s'appelle la Mudadora, ça veut dire les déménageurs, qui vont faire des expositions dans les espaces, dans les maisons soit qu'on abandonne parce qu'on va déménager, ou soit l'espace à laquelle on va aller. Juste avant ou juste après du déménagement, la Mudadora, donc les déménageurs, vont faire une journée d'exposition dans cet espace-là, et ils sont autour entre 14 et 20 artistes qui sont impliqués dans cette démarche. Tous ces artistes-là font partie d'une sorte de réseau, de communauté qui se crée avec aussi l'Officina Projectista. Entre les rencontres qui se multiplient, les projets qui sortent du cadre de l'Officina Projectista, il y a une communauté qui se crée, par des liens d'affinité et de pratique. C'est dans la pratique même que ces artistes vont créer des liens qui sont intéressants pour eux. Mais aussi ces opérations de déplacement et de déploiement. Un livre qui devient un espace d'exposition, qui va devenir la possibilité d'un collectif qui va agir dans des autres espaces, qui va devenir la possibilité qu'un des artistes qui participent au collectif fasse une exposition dans l'espace de l'Officina, etc., etc., etc. Ils ont aussi fait comme une première tentative de registre en fait des pratiques et des artistes qui passaient par la Officina, une vidéo en fait avec des entretiens aux artistes qui ont participé qui ont fait des expos à l'Officina. Ils ont aussi été invités en tant qu'espace à faire une exposition dans un autre espace. Cette exposition qui s'appelle Gran Oficina Projectista, Bureau Projectiste, Grande Galerie de Projets, a eu lieu en 2011. Je dis ça, je pense qu'il y a une image là. Ça c'est une image d'une des rencontres. Je vais revenir là. A lieu à l'espace du Fonds national des arts qui a donné un financement à l'espace. Alors, pour cette exposition, ils ont fait un catalogue avec des textes des artistes. Pour cette exposition, ils ont invité les artistes qui avaient participé ou qui avaient produit des expositions dans l'espace, et ils ont reproduit une sorte d'exposition des expositions. Ça, c'était en 2011. Mais ils voulaient déjà essayer de faire une exposition collective entre en tout cas une partie des artistes qui avaient participé à l'Officina. Ils n'ont pas pu. Alors ils ont fait seulement une grande expo collective avec chaque artiste qui exposait individuellement. Néanmoins, ils ont été invités pour faire une exposition à un espace de mémoire en Argentine, al Centro Cultural Haroldo Conti, où ils vont ouvrir une exposition en novembre de cette année. Et pour cette exposition, ils ont travaillé à 18 à faire une exposition collective, organisée dans des modules de travail. Ils ont pensé et travaillé l'espace collectivement, avec des réunions d'assemblée une fois par mois, avec effectivement Facebook et les mails. Et je
j'ai fait une entretien avec eux il y a 2 mois, où ils racontaient cette expérience de travailler à 18 pour produire une seule expo et pas faire une expo d'exposition. Et ils s'étaient, d'une certaine façon, emportés par cette idée de pouvoir faire quelque chose si grand avant, à 18 personnes. Il y a, comme je disais, une espèce de démultiplication des espaces et d'artistes et des lieux qui se créent à partir de l'officina projettiste. Il y a la Mudadora, donc les déménageurs, les livres, projets de projets, une plateforme qui s'appelle Dialogue en construction, qui est plutôt activée pour une artiste du réseau. Il y a Circuito Cínico, qui est autre expérience d'autogestion, qui est plutôt nomade, où il y a une quinzaine d'artistes, plusieurs disciplines confondues, donc les arts plastiques, les arts sonores, la musique et la performance, qui travaillent aussi ensemble, produisant des événements, en général un week-end, 2 week-ends par mois en général, où ils présentent différents types de choses à chaque fois. Ils sont aussi une maison de distribution, une maison d'édition indépendante qui fait partie du réseau. Il y a la maison de distribution Che Moderno et une maison d'édition de vidéos contemporaines qui s'appelle La Copia Infiel, qui est aussi responsabilité de 2 artistes qui fait partie du réseau du bureau projectiste. Alors, les initiatives d'autogestion, aussi bien dans l'art qu'ailleurs, ont une longue tradition dans ce pays. D'un côté, dû à une carence historique de politique culturelle et institutionnelle, et de l'autre, à la présence de mouvements sociaux ou même des groupes isolés qui tentaient de proposer des expériences alternatives au capitalisme, historiquement. Néanmoins, comme tout le monde le sait, l'une des caractéristiques de l'après- et post-crise 2001 est la multiplication des situations d'auto-organisation et autogestion, pouvant aller des assemblées de quartiers à la constitution des coopératives, à la reprise des usines par les travailleurs. Ces expériences-là et un processus d'institutionnalisation forte qui a caractérisé la période suivante à 2001 à partir de 2003 ont marqué un tournant dans les expériences d'autogestion. C'est effectivement après 2001 qu'on constate une émergence d'une quantité des espaces conçus et gérés par des artistes, avec ou sans financement externe. Ces espaces ont centré leur attention sur 3 axes. Résidence d'artistes, proposition pédagogique et proposition d'exposition. Des fois, ces axes fonctionnent ensemble au sein d'un même espace. Guillaume mentionnait l'espace de Jacobi, les centres d'investigation artistiques qui utilisent les 3 axes en même temps. Plus des autres comme celle-ci, fait que espace d'exposition. C'est suite à la multiplication de ces espaces, de l'émergence de ces espaces, un deuxième moment arrive, c'est-à-dire comment connecter, comment savoir quels espaces fonctionnent, comment les connecter. Et donc, il y a plusieurs plateformes, pas seulement une ou 2, il y en a plusieurs qui font une sorte de recensement des espaces d'autogestion conçus par des artistes. Trama a été un des premiers, Jacobi en faisait partie de ce groupe-là, qui a fonctionné jusqu'à 2008, plus ou moins. Mais il y a un autre, oui, Progetto Cara, que je vais essayer de vous montrer,
qui fait un recensement par Provence. Et il y a ce site internet où on clique sur... Oh, ça ne fonctionne pas? Ah, on a besoin d'internet. Les gens arrivent en urgence. Oui, je suis désolée. C'est le même. Oui, d'ailleurs, je sais plus. C'est dommage. Ouais. Bon, c'est pas hyper grave, c'était juste que c'était une façon de... Ouais. Ah, voilà. Yes. Merci. Merci beaucoup. Alors, voilà le site qui va fonctionner dans 2 secondes. Voilà. Donc, il y a... Non. Est-ce que là, ça fonctionne? Bon. Non. Bon, c'est pas grave. On va retourner au PowerPoint. Là, c'est une capture d'écran du site, en fait. Il y a... ce site propose une espèce d'image par nœud, une sorte d'image rhizomique, en fait, où on peut trouver, à partir de chaque lieu physique, de chaque province ou de la ville de Buenos Aires, une quantité d'espaces d'autogestion créés par des artistes, gérés par des artistes, et ils sont recensés 155, mais ils ne sont pas tous là. Les CIA, par exemple, n'apparaît pas. Comme vous voyez, il y a une quantité d'espaces qui ont des spécificités et des caractéristiques, chacune en fait particulière. On peut mentionner, on voit Circuito Cínico qu'on avait mentionné, il y a l'Oficina Proyectista, la centrale de projet qui était une tentative avant le bureau projectiste. Il y a, on peut mentionner à Buenos Aires, voilà, quelques-unes, la Barraca Vorticista, la tribu qui est un espace d'autogestion qui a fonctionné depuis le début de la démocratie et qui continue à fonctionner encore de façon autogérée et en tant que coopérative. La Paternal Espacio Proyecto, Casa Matienzo, seulement à Buenos Aires, le Levante à Rosario, l'Oficina 26, la Casa 13 à Córdoba. Tous ces espaces, en fait, créent aussi des réseaux avec des autres espaces. Il y a aussi des tentatives de rencontres. Il y a eu une rencontre à Puerto Madryn, dans le sud de l'Argentine, avec une cinquantaine d'espaces d'autogestion. Certains d'entre eux essayent de produire une réflexion un peu plus poussée et théorique. Comme on le sait, une des choses la plus difficiles, c'est de tenir dans le temps avec ces expériences. Comment tenir dans le temps? L'Oficina Proyectista travaille sur une temporalité double, pardon pour mon français, qui est en train de m'abandonner. Elle travaille sur une sorte de temporalité double. D'un côté, un temps plutôt lax, informel, non défini, c'est le temps de projet, et en même temps, un protocole
qui les amène à faire une exposition par mois. Et donc, depuis 2006, ils ont fait une exposition par mois. La dernière de l'année, en décembre, c'est une exposition collective où ils essayent de trouver, encore une fois, des méthodologies, des travails pour concevoir cette expo collective. La dernière année a été une espèce de cadavre exquis. Un artiste envoyait une image ou une œuvre à un autre artiste qui allait modifier l'image reçue, qui allait l'envoyer à un autre artiste, qui allait la modifier, et ainsi de suite. Mais chaque exposition de décembre, la dernière de l'année, a une méthodologie différente. Donc, double temporalité, un rythme en fait à deux voix, un protocole défini et un temps lax, informel, sans trop de règles, qui permettent en fait de fusionner leur idée de ne pas avoir un système de sélection d'artistes et des expositions en amont, mais qui les permettent de maintenir un rythme qui donne une certaine légitimité à leur espace. Juste peut-être pour terminer, je irai un peu à l'encontre de ce que Fabiana avait proposé ce matin, en proposant ces espaces comme des espaces para-institutionnels. Pour les artistes du bureau projectiste, ils ne s'opposent pas à l'institution. Ils ne sont pas dans la contestation de l'institution. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'institution. Ou en tout cas, quand ils ont commencé en 2006, il y avait peu d'institutions. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de construire des institutions. L'espace, le bureau projectiste est une sorte de proto-institution, c'est-à-dire une institution un espace qui va préfigurer une institution. Ils ne sont pas en train de dire que l'institution ne sert à rien, ils sont en train de la construire à travers l'exploration des manières de faire qui sont peut-être différentes aux manières de faire d'un système du monde de l'art ou un certain système du monde de l'art. Et encore. Donc, pourquoi et encore? Parce qu'on peut dire que le monde de l'art, les systèmes établis du monde de l'art utilisent aussi ce type d'outils, en fait. Donc, ils ne sont pas si éloignés de ce que le monde de l'art a établi, produit. Ils sont en train de construire un circuit, un écosystème de circulation et de production qui les est propre, qui répond à leurs besoins et qui ne répond pas à besoins établis, en fait. C'est la seule différence. Par contre, le monde de l'art, aujourd'hui, utilise des outils que j'ai mentionnés, en fait. Ils ne contestent même pas ça. La seule chose, c'est eux qui sont en train de créer les choses par rapport à leurs besoins. Ils sont en train de créer leur narration historiographique, ils sont en train de créer leurs conditions de possibilité d'existence, en fait. Mais s'ils revendiquent un parti pris politique, celui-là est là, en fait. Les partis pris politiques de l'officine projectiste a été de dire on va fonctionner par rapport à nos besoins, à nos désirs et à nos raisons définies. Et voilà, il y a la réalité qui est la nôtre. On ne s'oppose pas, on ne dit pas non, on accepte des invitations, mais on prend le rythme qui est le nôtre. Et on est en train de construire ce rythme. Je pense que c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire cette possibilité d'explorer des méthodologies, cette possibilité d'explorer des manières de faire, l'utilisation des opérations de déplacement et de déploiement, en fait.
on ne reste pas tout à fait tout le temps de la même façon, au même endroit. Pardon pour mon français. Il y a aussi quelque chose qui est assez important, qui a été mentionné aussi bien par Laurent que par Guillaume, c'est la construction d'une sorte de mythe, la construction d'une fiction, l'idée du projectisme comme une manière d'être, l'idée qu'on est en train d'activer une narration qui est la nôtre, crée une sorte de fiction. Cette fiction est défendue par tous les membres de la Oficina Projectista. L'idée que la bibliothèque est la salle B de l'espace d'exposition. Ce sont des petites formes de construire un peu une fiction dans laquelle, eux, ils sont acteurs et producteurs de cette fiction. Et surtout, la constitution d'une communauté qui est basée sur les liens d'affinité, de contingents et de pratiques. Voilà. Merci. Excusez-moi pour le français. Bon, merci beaucoup. C'est très riche, évidemment, ça a beaucoup de résonance aussi par rapport à l'expérience qu'on a pu faire. Effectivement, moi j'aurais envie de t'interroger un petit peu sur cette dimension para-institutionnelle, dans le sens où les problématiques ne sont effectivement plus les mêmes que celles auxquelles était confronté Roberto Jacobi, par exemple, où il y avait une dimension politique extrêmement forte d'un point de vue contestataire envers un certain régime. Et à l'inverse, depuis un peu moins d'une quinzaine d'années, on observe, comme tu le disais, une émergence d'une quantité d'artistes and spaces qui se légitime aussi du fait que l'État est assez désinvesti, assez désengagé en fait. Et il y a eu notamment pas mal de manifestations et aussi de prises de parole de la part des artistes par rapport à ça, par rapport à certaines conditions d'artistes dans les musées. Voilà, bien sûr, ça ce serait bien aussi peut-être que tu l'évoques. Alors, je pense qu'il se passe deux, trois choses en même temps, en fait. On sait bien la réalité complexe. D'un côté, effectivement, il y a cet épisode qui n'est pas anodin et qui n'est pas isolé. Le musée d'art moderne de la ville de Buenos Aires a une collection. Cette collection a été constituée historiquement par les dons des artistes. Mais ce qui est assez pervers, c'est que les musées d'art moderne constituaient chaque année une équipe de commissaires qui allait rencontrer les artistes pour voir les œuvres, la production de chaque artiste, pour en choisir et leur demander de la donner. Évidemment, ça fonctionnait comme ça pendant une bonne dizaine d'années, jusqu'à qu'il y a 2 ans, les artistes se sont organisés pour contester. Ils ont occupé même l'espace, le musée d'art moderne. Ils ont contesté la politique de ce musée, qui avait en plus une direction historique qui n'avait pas été renouvelée depuis très longtemps. Ceci dit, je dois dire aussi que suite à ça, il y a une certaine quantité de changements qui sont opérés au musée d'art moderne. La première, c'est que la directrice a été mise à disposition, en fait, dernièrement. Situation qui était effectivement attendue par la collectivité, par les agents culturels de Buenos Aires, puisqu'elle avait occupé cette place depuis trop longtemps. Par contre, l'espace de la direction n'a pas été, ils ne sont pas convoqués à un concours pour accéder au poste. Ils sont, les gouvernements de la ville, à déterminer une directrice par leur compte, en fait. Ce qui produit aussi un problème complexe, parce que ce type de poste doit être proposé
pour un concours national et ouvert, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il y a une certaine quantité de problèmes qui continuent aujourd'hui dans la constitution des institutions culturelles en Argentine et qui ne se déjouent pas malgré effectivement un processus d'institutionnalisation forte que l'Argentine a vécu depuis 2003, complexe, comme on peut voir avec les cas du Musée d'art moderne, mais effective aussi. En fait, les institutions commencent à avoir un espace, en fait, commencent à avoir des institutions, ils commencent à avoir des archives. Une chose qui est évidente pour tout chercheur en France, c'est que pour faire de la recherche, qu'est-ce qu'on fait? On va consulter des archives, parce qu'il y a des archives. En Argentine, il n'y a pas des archives, il n'y en avait pas des archives. Donc, les artistes avaient des choses, Jacobi entre eux, mais Romero, des artistes avaient ces objets, ces archives, dans des boîtes à carton, sous les lits, disons. Et c'est là où les chercheurs, ou l'historien de l'art, allaient puis, contacter Jacobi, lui disait, est-ce que tu n'as pas ce que tu as fait dans les années 70? Et lui, il allait chercher et on trouvait. Maintenant, il y a une politique de constitution d'archives. Le musée du cinéma est en train de constituer des archives sur le cinéma. Tout ça participe à un processus d'institutionnalisation qu'on n'avait jamais vu en Argentine. Et en même temps, ils sont confrontés aussi à la réalité du monde de l'art, du marché de l'art aujourd'hui. Ça, je voulais ajouter ça, effectivement. Et en même temps, il y a aussi, je pense que vous avez tous vu, une espèce d'émergence des artistes de l'Amérique latine dans le monde de l'art international. Évidemment, depuis les années 2000, il y a un intérêt croissant par les archives des artistes des années 70. Le Getty Museum a acheté une bonne partie de ces archives qui n'étaient pas des archives, mais qui ont été achetées par les Getty, les MoMA et la Tate, et une partie par la Reine Sophie aussi. Et il y a aussi une espèce de, je pense que si je me souviens pas, je me souviens pas des valeurs maintenant, mais la foire d'art contemporain de Buenos Aires a fait un chiffre d'affaires record cette année à Buenos Aires. Donc on voit bien comment est-ce que il y a un intérêt du monde de l'art, du marché de l'art qui est croissante, qui est présente et qui est tangible en fait. Là aujourd'hui, à Paris, il va ouvrir une exposition d'Amérique latine à l'espace la Fondation Cartier qui ouvre 15 novembre. Un siècle d'Amérique latine. Imaginez-vous une exposition d'un siècle d'Amérique latine. Sans propos plus que 1900, je ne sais pas combien, 2013. 1913-2013, Amérique latine, Fondation Cartier. Le Centre Pompidou ouvre mardi un raccrochage qui s'appelle Modernité plurielle, où l'Amérique latine a un espace particulier, en fait, particulièrement important. On peut multiplier ces exemples. On va peut-être laisser la parole aux questions. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions? Les étudiantes, on a plein de questions, les étudiants. Eh bien, je te remercie. Et puis, je vais en profiter pour transmettre un message pour les étudiants, justement.